Bien, bonsoir à tous. Moi, Bonsoir. je, moi, je suis Lionel Tardy, je travaille avec Christophe Aubrier depuis maintenant déjà 3 ans. Je suis consultant en stratégie digitale et innovation et j'enseigne dans l'enseignement supérieur. Et je vais passer la parole rapidement à Mathieu parce que lui, il est souvent beaucoup plus long pour se présenter. Ça commence alors les charriages. Alors, donc Mathieu Deboeuf-Rouchon, je suis ce qu'on appelle Advanced Solution Manager chez Altran au niveau de ce qu'on appelle l'Expertise Center Digital Transformation. On porte les offres au niveau de la France de ce qui sont les solutions transformation digitale. Alors, je ne vais pas vous faire tout le background d'Altran. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on bosse sur des projets qui vont de la réalité augmentée, du blockchain. On bosse beaucoup sur de la digitalisation des espaces. Enfin, voilà, globalement, on architecture des solutions qui mettent en scène toutes les expertises d'Altran. Et j'ai fait moins de C'est 15 pas un job, secondes. c'est une plaquette. On est comme tout le monde, on n'a pas beaucoup dormi cette semaine. Donc là, comme c'est la dernière, je peux vous assurer qu'on est chaud patate. Puis on a 90 slides à vous passer. Donc, donc et nous ne nous sommes pas. Enfin, nous avons passé une nuit parfaitement normale de 2 heures, comme tout le monde, avec un serveur qui avait sauté. Enfin bon, bref, tout plaisir. Bon, bref, revenons-en à nos moutons, puisque nous allons vous parler de la phrase du jour. On aime bien avec Lionel commencer par le récap pour ceux qui sont sur le CES. Commandez, non. C'est gratuit pour une fois. Prenez le CES Daily qui sort, hein, ceux qui sont là demain, allez-y encore, prenez les publications. Le CES Daily, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites à l'intérieur, de récap de ce qui s'est passé. Et la phrase du jour, elle est autour de la technologie également, mais elle ne fait pas n'importe quoi. Oui, c'est une phrase encore une fois de Gary Shapiro que vous connaissez tous. La technologie transporte et transforme le futur. Alors ça va nous introduire. Ce que l'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui, c'était, pour ceux qui étaient là hier, on l'avait déjà légèrement dessiné. On voulait parler de mobilité, on voulait parler de tout ce qui était autour de l'environnement du digital dans la société. Et finalement, on l'a résumé à ce que pouvait être une smart city. Et voilà. Donc la Smart City, tu veux peut-être continuer? Parce que si on commence comme ça, on est... Alors, c'est la Smart City, c'est vrai que c'est ce qui va aujourd'hui, c'est relativement, c'est porteur naturellement, puisque ça fait, pour ceux qui étaient là hier, combien d'années qu'on en parle vraiment? Ok, donc on va le refaire. No, that's a pleasure to talk. Alors, l'idée, effectivement, la Smart City, on en parle vraiment depuis 2017. C'est quelque chose qui est assez présent. On en parlait aussi beaucoup l'année dernière. Ça a été vraiment un axe majeur. Cette année, c'est véritablement arrivé à maturité. On parle de plateforme, de solutions globalisées. C'est vrai que ça agrège beaucoup de technologies. Alors, pour ceux qui étaient là hier, on a réussi avec Lionel très modestement, à vous présenter ce qu'était notre vision du CES. Et j'insiste bien sur notre vision alors, du notre CES vision de la Smart City, mais pour ceux qui étaient là hier, évidemment, de la Smart City. Et donc, les autres, notre vision du CES, c'était à peu près ça. Donc, on avait un burger, mais on va vous mettre la dimension, avec coincé entre de l'intelligence artificielle en haut, qui permettait de donner de la valeur à la donnée, et de la 5G qui permettait de la transporter, une succession de couches qui nous permettait d'agréger toutes les autres verticales et horizontales du CES. Et donc, bien sûr, pour aller beaucoup plus loin, donc ça, pour ceux qui n'étaient pas là hier, voilà l'explication par Mathieu, et pour ceux qui étaient là hier, voilà la suite de l'histoire. La Smart City, c'est en fait ça. Donc c'est la boîte. C'est la boîte qui emballe le hamburger. Et c'est tout à fait, et si vous voulez, pour nous, il n'y a pas de Smart City sans de la coordination complète de l'ensemble des acteurs qui sont, que ce soit gouvernementaux, que ce soit technologiques, c'est du partenariat public-privé pratiquement permanence. Parce qu'on ne peut pas imaginer une voiture autonome sans avoir des équipements qui sont en conséquence, avec des dialogues qui se font en V2X, c'est-à-dire du véhicule vers les équipements. Et ça, c'est des équipements lourds, et ces équipements lourds, eh bien, il faut évidemment avoir des partenariats publics-privés qui sont importants. Toutes les technologies de la Smart City, c'est finalement tout ce que l'on rencontre dans le CES. Bah oui, de temps en temps, il fait long. Alors, on a voulu bloquer une petite phrase, et voilà la petite phrase qui illustre notre boîte à hamburger. Alors effectivement, la Smart City fédère l'ensemble de l'écosystème connecté pendant les... Jusqu'il y a quelques années, on s'apercevait que finalement, quand on parlait de Smart City, on parlait beaucoup d'initiatives qui étaient propres du développement de nouveaux services. On peut dire dans un certain sens que Autolib, à l'époque où ça existait, c'était de la Smart City, que CityScoot, c'est de la Smart City, que le Pass Navigo qui commence à être dans notre téléphone, c'est de la Smart City. Mais beaucoup d'initiatives qui effectivement ne conversaient pas entre elles. La problématique forte naturellement de la Smart City,
c'est l'interopérabilité des services entre eux. Donc on voit bien qu'il y a une proportion de problématiques qui sont propres aux infrastructures qui sont capitales. Donc tous ces éléments, et notamment la donnée dont on va vous parler, sont le cœur de ce que pourrait être la Smart City. Mais la Smart City globale aujourd'hui, en l'état actuel de ce que nous, dans notre imaginaire collectif, on l'imagine, elle existe peu ou pas. Alors la ville de Toronto a fait effectivement une donation de quelques centaines de kilomètres carrés à Google pour que Google développe sa propre Smart City avec ses propres services, sa propre data, etc. Et effectivement, il y a des collectivités qui choisissent de déléguer des services à des sociétés dont c'est le métier ou celles qui le souhaitent pour développer de services pour les citoyens. Et puis de l'autre, le côté que l'on peut avoir où on va développer soi-même et être intégrateur en tant que collectivité territoriale, région ou pays, des solutions. Donc on voit bien qu'il y a ces deux éléments qui existent. Bill Gates, en 2016, si je ne me trompe pas, a racheté dans le désert, je crois que c'était le désert du Nevada, si je ne me trompe pas d'ailleurs, un espace pour développer sa propre Smart City également. Donc vous avez aussi sur la zone chinoise des Smart Cities qui émergent, parce que d'un seul coup, on va recréer des écosystèmes globaux. Alors que nous, aujourd'hui, c'est plus complexe en France, notamment, puisque en France, les infrastructures, elles sont là depuis des dizaines d'années, et les modifier d'un point de vue global tout de suite, c'est excessivement important en termes de chantier. Donc c'est plutôt des initiatives qui viennent s'interfacer les unes avec les autres, quand elles arrivent à s'interfacer. Quoi qu'il en soit, on a une dimension capitale dans la Smart City autour de la 5G. Pas mal. J'ai réussi à faire 3 minutes. Non mais je pensais que j'allais directement conclure. Donc la 5G, vous l'avez vu dans le hamburger, c'est l'élément qui permet, même s'il y a d'autres éléments dans une Smart City, mais c'est l'élément majeur qui permet de faire circuler toutes les informations. Ce que l'on a voulu vous présenter, donc là on a un schéma sur les partenariats publics-privés, mais ça donne c'est un schéma qui parle de la 5G, mais ça donne bien la dimension de l'interpénétration de tous les systèmes de connexion qui vont être opérables par le biais de ces nouvelles normes, comme je le disais hier, qui sont les normes de la 5G. La Smart City ne pourrait pas être forcément opérationnel à terme s'il n'y avait pas cet ensemble de technologies qui permettent à la fois de la sécurité, qui permettent de la santé connectée, qui permettent à des milliers d'appareils d'être connectés. Ils sont où? Voilà, des millions de personnes et des milliards d'appareils, parce que c'est la capacité dans les structures et dans les normes de la 5G de pouvoir accepter des centaines et des milliers de devices sur une seule et même antenne. Vous avez tous eu ce type de problème quand vous arrivez, probablement ici, ça arrive un petit peu souvent, mais nous on le voit très bien dans la région parisienne, notamment à la Défense, tout le monde a un téléphone 4G et vous n'avez plus que le logo sur votre téléphone, il n'y a plus aucune data qui passe, tellement les réseaux sont saturés. Donc ça c'est la base, et ce que l'on a voulu essayer de voir avec vous ce soir, c'est que finalement, au fur et à mesure de nos visites au sein du CES, on a pu voir un certain nombre de technologies et d'entreprises qui pouvaient se projeter dans leurs solutions au cœur même de cette fédération, de cet écosystème que sont déjà, pour certaines parties, mais que seront les Smart Cities. Donc l'idée, c'est de vous passer sur différents thèmes, notamment le thème de la 5G pour commencer, parce que c'est très fédérateur, ces différentes visions ou ces différentes solutions qui vont parfaitement s'intégrer dans la vie probablement des usagers que nous sommes des villes, puisqu'on parle de métropolisation autour de 2050, avec 10 milliards d'individus et 70% d'entre eux vivant dans les villes, comme aujourd'hui on est que 7 milliards avec 50%. Ça veut dire que si vous faites un calcul rapide, on passe de 3,5 milliards de gens qui vivent dans les villes aujourd'hui à 7 milliards en 2050. C'est-à-dire c'est un doublement. Beaucoup de problèmes, forcément écologiques, beaucoup de problèmes d'énergie, beaucoup de problèmes de pollution. La Smart City doit apporter des solutions et on en a vu beaucoup à vous présenter tout de suite. J'ai essayé de faire aussi long que lui. On a des Shadow Challenge comme ça. Alors, sur le stand de Qualcomm, tout le monde est passé chez Qualcomm? Ouais.
Donc pour ceux qui n'y sont pas passés, passez-y, c'est assez intéressant. Il y a une démonstration qui était assez probante de la capacité de la 5G à véhiculer des informations que même aujourd'hui au travers de la fibre, on n'arrive pas à passer, et surtout en termes d'honnêteté. Et c'est vrai que sur une vidéo comme celle-ci, où on passe de la 4G que vous avez en bleu à de la 5G que vous avez en rouge, la qualité des informations et la capacité à retranscrire un nombre d'informations à la minute, enfin à la seconde, à l'image, qui est absolument exceptionnelle, est forte. Pour vous donner une idée, le téléchargement de plusieurs gigas, c'est à peine moins d'une minute avec de la 5G, alors que même avec de la fibre, vous pouvez mettre plusieurs minutes à télécharger quelque chose. Alors il y a plein d'autres problématiques derrière, que sont la qualité des Wi-Fi, la qualité de vos routeurs, etc. Pour autant, la 5G, c'est un peu le nerf de la guerre, puisque c'est ce qui va permettre l'émancipation, tout simplement, de la Smart City. On fait un rapport souvent entre, d'un côté, la capacité d'un réseau à véhiculer de l'information et la vitesse à laquelle l'information est véhiculée aujourd'hui. Donc il y a une certaine forme d'urgence également qui s'installe et qui fait partie de l'environnement quotidien. Donc sans rentrer dans les philosophies de la dictature de la trotteuse ou tous ces éléments, on voit bien que la notion d'urgence, elle est fondamentale également, elle est prégnante dès lors qu'on parle de Smart City. Pour autant, il faut apprendre à revivre d'une autre manière avec tout un écosystème beaucoup plus large. Alors, il y a cette 5G. Alors, la matérialisation de cette 5G ou du cellulaire que l'on peut voir, on vous a parlé hier du protocole V2V, donc Vehicle to Vehicle, c'est la capacité des véhicules à communiquer entre eux quand ils sont sur route ou dans un écosystème. Et puis ensuite, on est passé au V2X, comme l'a dit Lionel tout à l'heure. Donc c'est la capacité des véhicules à se connecter à un environnement, que ce soit les piétons, que ce soit les passages piétons, que ce soit les feux tricolores, les panneaux de signalisation divers et variés. Et donc là, aujourd'hui, il y a le CV2X, donc le Cellular V2X, qui va ne pas dépendre, si vous préférez, de la connexion 5G en l'occurrence. Et le CV2X permet tout simplement aux véhicules d'aller recréer un réseau cellulaire entre véhicules. Donc on n'est plus forcément dépendant. On a parlé hier du mouvement GAFAM Free, du souhait souvent d'une partie de la population de se déconnecter, de se mettre en marge de la dépendance des GAFA. On voit bien qu'au travers de cela, il y a aussi une déresponsabilisation sur des questions qui se posaient. Qui va être responsable en cas d'accident si l'information ne monte pas, si l'algorithme ne traite pas, etc. Donc tous ces éléments qui sont là. Prenez hier... On vous a montré Deep Ray, l'intelligence artificielle de Cambridge. On voit bien effectivement qu'à un moment ou à un autre, si l'information ne remonte pas convenablement, qui est responsable en cas d'accident? Donc là, effectivement, il y a une solution. On peut se mettre en marge du réseau. Si à un moment ou à un autre, il est saturé, les véhicules peuvent communiquer entre eux. Donc ça, c'était le protocole CV2X qu'on a trouvé intéressant au travers de la Smart City et de la dépendance à la 5G de vous montrer. Alors bien entendu, Smart City, connexion 5G. Le cœur de la Smart City, quoi qu'il en soit, au-delà de la connexion qui est le véhicule, c'est la donnée. La donnée, elle est clé et elle est au cœur de tout. Pour ceux qui sont allés sur le stand d'IBM, ils ont présenté, même si ça fait à peu près 10 ans que les premiers ordinateurs quantiques par la société D-Wave ont été produits, et puis certains se sont installés à la NASA, certains se sont installés chez Google, en tout cas, avec le Q-System One, IBM présentait le premier ordinateur quantique commercialisé. Alors, il est tout petit, hein, ça fait à peu près 3 mètres de côté. On n'a pas le prix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous a intéressé d'en parler, parce qu'on ne peut pas imaginer l'ensemble des réseaux que l'on vient de décrire, notamment avec le schéma. Et puis, on imagine que gérer des feux, de la signalisation, la sécurité, des alertes, etc., ce sont énormément de données. On ne peut pas imaginer que les villes que l'on va équipés de ces ensembles d'équipements connectables ne puissent pas avoir des systèmes de gestion de données centralisés, puissants et performants. Donc si la 5G est indubitablement indispensable, il est probable que des ordinateurs de type ordinateur quantique puissent s'intégrer dans ce type d'écosystème. Même si aujourd'hui, ils servent essentiellement à la météo, à faire tourner des intelligences artificielles, à faire tourner de la cybersécurité, je suis persuadé, nous sommes persuadés que ça, c'est un élément aussi moteur qui sera au cœur des villes de demain. On voit bien cette dimension au travers de la donnée. Non, c'est un vrai. C'est un vrai.
Il calcule. Par contre, la particularité. Alors, je ne suis pas un expert du tout du quantique, mais ça, c'est quelque chose sur lequel c'est très nouveau parce que ça redéfinit totalement la manière dont on pense l'informatique. Et la particularité, c'est qu'on pense que ça peut fonctionner avec très peu de données. Il faut un volume de données qui est exceptionnellement important, sinon ça chauffe encore plus que votre ordinateur personnel et ça va ramer encore plus. Donc on voit qu'il y a un moment ou un autre, le delivery d'informations à l'intérieur de ce type de bécane doit être massif. On ne peut pas parler en fait de Smart City sans paraphraser Gilles Babinet, mais si on ne parle pas de plateforme. Et pour que cette plateforme elle fonctionne, parce qu'il va y avoir de l'intermédiation entre les différents services, il va falloir effectivement une capacité de calcul, une capacité processeur, du réseau, de l'algorithmique qu'il y a derrière, et tout ça naturellement c'est à l'intérieur. Je pense que 2020, on va beaucoup en parler. Enfin, 2019, cette année, le quantique va véritablement pousser. On va avoir une démocratisation de l'informatique quantique en termes de connaissances, parce que les applications, naturellement, restent complexes à opérer, parce qu'il faut des volumes de données importants, et puis c'est très spécifique. Mais je pense que sur 2020, le prochain CES, on aura des applications beaucoup plus concrètes et des use cases plus performants. La réalité augmentée, il y a 5 ans au CES, il y a 10 ans, on en parlait au South by Southwest déjà, mais on ne mesurait pas à quel point les cas d'usage pouvaient être si prégnants aujourd'hui. Là, on voit bien que les applications sont concrètes, elles sont matérialisées, elles sont industrialisées, elles sont passées à scale. Et la différence, c'est qu'il y a 10 ans, on ne voyait pas du tout ce que ça pouvait donner. C'est un peu pareil pour le quantique, sauf que les use cases vont arriver beaucoup plus rapide parce qu'on est dans une data obésité permanente. Vous imaginez que la quantité d'emails que vous stockez, que vous effacez, etc., c'est une consommation énergétique sans précédent. Et ça, il y a quelque chose à dire aussi au niveau de la Smart City là-dessus. Alors, on a parlé de réalité augmentée, c'est au cœur des nouvelles interactions. Et de ce point de vue-là, Lionel a flashé sur un projet qui mixe de la 3D, qui mixe de la réalité augmentée, et je vais te laisser sur la vidéo pouvoir le présenter. Donc l'idée de ce projet, c'est le projet Cassia 3D. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu, en tout cas, il était inscrit dans votre guide de visite. Vous êtes en capacité, devant un écran, de voir de la réalité augmentée sans lunettes. Vous êtes en capacité, devant cet écran, d'interagir par le mouvement, comme ceux qui ont utilisé quelquefois une Kinect. Et cet écran, il a une caméra. Et avec cette caméra, il va être capable de capter vos émotions. Et en captant vos émotions, il va être capable d'adapter soit les informations, là on est dans le domaine éventuellement du retail, donc on pourrait éventuellement donner une information supplémentaire ou faire une offre supplémentaire. Mais moi, j'ai voulu l'insérer dans cette présentation sur la Smart City parce qu'avec ce type de système, qui là est plutôt orienté dans sa présentation marketing, on peut imaginer de nouvelles relations qui peuvent s'établir avec les personnes qui sont dans un cœur de ville, avec ce que l'on a besoin de savoir dans une ville. Alors évidemment, on va pouvoir nous dire, oui, c'est Big Brother parce que déjà on vous reconnaît, il y a d'autres systèmes qui ne sont pas là pour vous reconnaître et vous identifier, mais encore une fois, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, il y a quelques années, dans des villes proches de la région parisienne, comme le Valois, que tu connais bien, quand les premières caméras de surveillance se sont implantées. 1995. Donc voilà, c'était un peu le tollé, et aujourd'hui, finalement, toutes les grandes villes de France en sont équipées, et je pense que beaucoup de villes du monde en sont équipés. On ne va pas aller en Chine parce que là, il y a 2 caméras par habitant, donc ça, c'est juste pas possible. Mais c'est pas faux. Hein. Il y a une philosophie autour de la Smart City au niveau asiatique qui est plutôt de l'ordre du sécuritaire. Alors qu'on va se retrouver de l'autre côté sur la zone notamment américaine telle que on la connaît, beaucoup plus sur un aspect de libération et libéralisation. Donc en fait, il y a plein de sujets où il va y avoir un degré d'acceptation qui peut être divers en fonction de la culture. Naturellement, vous commencez à mettre des caméras en reconnaissance faciale en France, il va y avoir des vrais sujets de fond à passer, parce qu'il faut que la société évolue, la société change de culture, qu'elle s'adapte. Effectivement, la transformation en fonction des cultures peut être plus ou moins longue. Donc c'est plus facile effectivement en Chine. Alors, ils sont à 750 millions fin 2020, si je ne me trompe pas, de caméras qui vont être implantées. Une pour deux à terme. Une caméra pour 2 habitants. Et accepté de manière, sans aucune contrainte culturelle. En France, ce serait plus compliqué. Bon, d'un autre côté, s'ils n'acceptent pas, ils ont peut-être des problèmes. Alors, sur l'énergie, il y a une véritable opportunité également. Alors là, on a sélectionné des projets qui nous semblaient intéressants, dont certains vont se matcher avec du blockchain.
Donc un premier projet qui est la recharge de voitures électriques. Alors, des recharges de voitures électriques, il en existe beaucoup. On connaît les superchargeurs de Tesla. Les superchargeurs de Tesla, on est à peu près à 150 kWh et on a des recharges qui peuvent se faire 80% du véhicule à peu près autour de 30 minutes. Il y a un projet européen dont on a complètement oublié le nom, on en avait déjà parlé, mais ils ne l'ont pas exposé de toute façon ici, qui est un projet européen avec plusieurs constructeurs automobiles qui propose de faire des chargeurs qui doublent la capacité en termes énergétiques de passer à 300 kWh, donc être autour de 15 minutes pour recharger sa voiture. Et celui qui est présenté aujourd'hui au CES, il propose de recharger votre voiture à peu près en 10 minutes. Alors je ne dis pas que 10 minutes c'est rien, c'est évidemment beaucoup plus long que de faire le plein des 40, 50 ou 60 litres dans votre réservoir d'essence, mais ça devient acceptable. Donc ça, pour les voitures qui sont, alors après on pourrait toujours polémiquer sur l'énergie, mais d'où vient l'énergie électrique qui est distribuée? Est-ce qu'elle est green? Est-ce qu'elle n'est pas green? Est-ce qu'elle est originaire du charbon, du nucléaire ou des éoliennes? Ça c'est autre chose. Mais en tout cas, les superchargeurs aujourd'hui qui commencent à être implantés sont capables d'aller beaucoup plus vite parce qu'ils sont capables de manager des puissances beaucoup plus importantes. Ça demande évidemment des équipements dans les villes. On l'a vu pour ceux qui ont vu le passage de Vélib à Vélib 2.0 à Paris, ils avaient des problèmes juste de réseau électrique. C'est-à-dire que les premiers Vélib, ils étaient installés avec une borne électrique pour pouvoir simplement débloquer les slots où étaient positionnés les vélos. Comme la nouvelle société avait proposé des vélos qui pouvaient être aussi des vélos électrifiés, il fallait beaucoup plus de puissance et d'un seul coup, la mairie de Paris s'est retrouvée avec un problème puisque son prestataire disait « mais moi je ne peux pas installer mes vélos puisque je n'ai pas assez de puissance électrique sur le bord du trottoir ». Donc on voit que tout ça, c'est quelque chose qui se fait lentement parce que ça génère des crédits d'équipement tout à fait colossaux avec en plus la difficulté d'avoir une vision sur ces crédits d'équipement. Donc particularité, naturellement, tout cela aura un coût. On voit bien que les modèles économiques à terme vont essayer de switcher sur la capacité de recharge plus ou moins rapide en fonction de l'abonnement que vous pourrez avoir. Donc sur la notion même de location du temps de véhicule, à terme, on achètera aussi un temps plus ou moins rapide de recharge. Donc il y a des sous-jacents économiques derrière qui sont intéressants à analyser parce que ça va totalement perturber les écosystèmes économiques qui sont déjà en place. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont aussi travailler. Lionel parlait il y a un instant de l'origine même de la... comment ça s'appelle de l'énergie. De l'énergie, merci. Et donc on voit bien que là, c'est un sujet très intéressant qui a été développé par Blockchain Studio. Je vous invite à les voir si vous ne les avez pas vus sur l'Eureka sur le stand d'Engie. Donc eux se proposent, parce que la problématique de blockchain aujourd'hui, c'est la véracité de l'information qu'on met en entrée. Donc ça, on sait que c'est le vrai sujet, c'est la véracité d'entrée. Au-delà de la partie énergivore, j'en viens, parce que c'est un peu le paradoxe de parler de blockchain sur la partie énergétique, j'en conviens. Mais en tout cas, il se propose sur les éoliennes notamment d'aller installer de manière physique un nœud, d'accord, et ce nœud va enregistrer des informations. Ça va permettre de tracer au niveau de blockchain l'origine même de l'énergie, comment elle a été produite, par quels moyens, et donc de pouvoir permettre à terme à des personnes qui vont consommer cette énergie, de savoir d'où vient l'énergie. Et donc on pourrait imaginer, si on prend le parallèle avec des projets comme SunChain, qui blockchainisent la production d'électricité dans des lotissements et la revente de cette électricité produite entre bâtiments ou entre maisons, et ça de manière totalement blockchainisée, on va pouvoir imaginer qu'aujourd'hui on se lève, on a envie de consommer de l'éolien. Donc on met son compteur sur switch éolien et on sait que toute l'énergie que l'on consomme viendra de l'éolien, etc. Donc on peut imaginer derrière la traçabilité totale, de ce que l'on consomme, de ce que l'on produit, et puis même de l'origine même du courant. Donc avoir une véritable traçabilité. Blockchain Studio, alors il mine non pas sur une blockchain privée, parce que quand on parle de blockchain aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à entendre beaucoup parler de ce mot-clé. La réalité, c'est qu'on est souvent relativement peu sur de la véritable blockchain publique. Donc là, en tout cas, eux, ils minent sur Ethereum. Donc et sur d'autres protocoles également. Donc à voir si demain vous pouvez aller les visiter, et vous avez même donc la capacité, grâce à Twitter, d'aller enregistrer et miner une information pour dire bah tiens, je suis le propriétaire de cette de cette éolienne et c'est moi qui produis le courant. Alors l'éolienne en Lego, hein, j'entends, d'accord. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'après il y a un petit jeu concours pour savoir qui a miné le plus longtemps sur son nom. Donc, vous pouvez aller jouer sur leur site internet et en tout cas c'est très marrant. Ils sont super intéressants et super passionnés. Alors sur le protocole énergétique, le proof of stake, on nous a promis qu'il arriverait, ça fait 2 ans qu'on en entend parler.
Là, globalement, on espère que d'ici 2020, toute la partie énergivore de la blockchain sur Ethereum notamment sera résolue, on l'espère, parce que ça consomme énormément. Toujours chez marqué dessus, toujours chez Engie, ils ont commencé aussi à travailler sur la fourniture d'énergie pour les systèmes de transport en commun. Et ils sont partis d'une observation que autour des villes, dans les zones industrielles, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries, finalement, ne consommaient pas toute l'énergie qu'elles achetaient. Et alors, ils ont monté un système qui permet d'aller récupérer à la fois de l'énergie produite pour une ville classiquement, mais également de l'énergie qui a été produite par un industriel pour récupérer cette énergie. Et ils ont un système, alors ça peut être de la recharge via des pantographes, et là ce sont des systèmes de récupération d'énergie qui se centralisent ici et qui vont faire alimenter les différents bus avec comme particularité, puisqu'on passe de la très haute tension à une tension beaucoup plus faible, avec la particularité, c'est que ce sont les personnels qui ne sont pas des personnels spécialisés de EDF ou de Engie, enfin donc d'un énergéticien classique, vont pouvoir manipuler dans cette petite maison de façon complètement sécurisée ces différences de voltage avec un protocole particulier et une architecture de transformation d'énergie un peu particulière. Ça, c'était tout à fait orienté vers la Smart City pour la rendre plus efficiente. Alors avec une notion de coût, on parle beaucoup effectivement d'investissement dont on mesure souvent peu la rentabilité. Alors eux, ils l'ont chiffré à 15% d'un véhicule. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous achetez un bus, vous savez que cette solution va à peu près vous coûter 15% de ce que vous allez acheter. Alors au niveau des transports, parce que naturellement, ça nous permet de faire la transition, c'est vrai que la notion de transport en ville est extrêmement importante. On va en parler, puisqu'il y avait cette problématique autour de la mobilité dont tu voulais nous parler. Le problème de la ville aujourd'hui, on nous dit, vous prenez les transports en commun, faites ceci, faites cela, prenez votre hoverboard, prenez votre vélo électrique, et puis finalement, les gens continuent à rouler avec leur voiture. Le transport, c'est quelque chose de tout à fait personnel, chacun le vit à sa façon. On ne peut pas dire autrement que le transport, c'est une partie de notre liberté. Et à partir du moment où on nous impose un mode de transport, on réduit notre liberté. C'est pour ça que les personnes qui pensent que la voiture est morte, la voiture sous la forme d'aujourd'hui, oui, mais il faudra beaucoup de générations et d'évolution des mentalités pour que la voiture soit morte. Quand la voiture est arrivée, avec la Ford T, les Américains ont découvert une liberté avec un grand L. Alors ce que se propose de faire Air Mobility, c'est de la navigation as a services. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la navigation sur laquelle vont pouvoir se plugger un certain nombre de services qui, directement dans le cloud, iront récupérer les informations. Et eux, ce qu'ils essayent de mettre en place, dans un certain nombre de formules, c'est de pouvoir optimiser le transport. Alors là, on a pris le transport au niveau d'une ville, c'est-à-dire comment aller le plus efficacement possible d'un point A à un point B. Mais eux, bien sûr, chez Air Mobility, ils vont beaucoup plus loin que la ville puisqu'ils sont capables de savoir où doit passer un bateau, où vous pouvez aller pour pouvoir faire de la livraison sur le dernier miles, comme ils disent, pour pouvoir optimiser. Je suis ici, je dois livrer cette personne-là, mais entre-temps, pendant que je suis en chemin, il y a une personne ici qui demande une livraison, je suis capable de me détourner. Bref, ils travaillent sur l'optimisation des trajets. Certaines personnes, peut-être que vous avez dans votre entourage des gens qui sont proches de collectivités locales, et certains élus se plaignent de Waze, parce que Waze renvoie l'automobiliste que nous sommes tous, un jour ou l'autre, dans les quartiers qui avant étaient tranquilles et paisibles et qui se retrouvent avec des files de voitures parce que finalement les gens par Waze se sont détournés de la nationale pour éviter les bouchons. Waze n'est donc pas une solution, il retarde simplement le moment où la ville sera complètement congestionnée. Donc il faut des solutions qui soient les plus efficientes possibles et forcément des solutions qui mélangent la multimodalité. En tout cas, ici on a une société qui présente pour les constructeurs automobiles et pour les fournisseurs de transport, que ce soit une compagnie aérienne, compagnie maritime plutôt, parce que je disais bateau, ou que ce soit un Deliveroo, quelconque qui doit vous livrer vos pizzas le soir, eh bien en tout cas, au service de la ville, ils apportent la pierre à l'édifice qui permettra à une ville demain d'être plus fluide.
Donc on voit très bien ces problématiques de mobilité multimodale responsive, donc totalement adaptative, et ça qui est intéressant. L'autre projet autour des émotions, sur lequel toi tu as passé beaucoup de temps, trop. Oui, c'était Hyundai. Alors Hyundai, ils imaginent qu'une fois que vous serez dans votre véhicule qui sera piloté et optimisé automatiquement, soit par la solution dont on parlait avant, soit par finalement un GAFAM quelconque, que ce soit Waze ou un autre, et son GPS classique, à l'intérieur de la voiture, vous allez pouvoir faire des choses qui seront complètement libres de mouvement, et on peut peut-être envoyer la vidéo pour voir la vision qu'ils ont de ce que l'on pourrait imaginer. C'est-à-dire en fait, avoir un espace personnel qui soit capable par un certain nombre de capteurs de détecter vos émotions. Alors comme on détecte les émotions, c'est pas très compliqué, fréquence cardiaque, température du corps, etc. Et à partir du moment où vous avez ces émotions, vous pouvez avoir du contenu qui soit adapté à celles-ci. Alors évidemment, c'est une vision complètement futuriste de la chose, mais on peut complètement imaginer que le transport de demain fera une petite place. On en a déjà parlé lors de présentation du matin, ou peut-être hier, je ne me souviens plus. En tout cas, la relation qu'il y a entre aujourd'hui les grandes marques automobiles et l'entertainment, je le reciterai si je ne l'ai pas déjà cité hier, entre Audi par exemple et Disney. Qu'on voit bien de toute façon qu'au travers de l'émotion va se jouer beaucoup de choses. On est dans l'extension du domicile qui se passe directement dans la voiture. Cette notion, aujourd'hui, toutes les technologies prises indépendamment les unes des autres, elles sont prêtes globalement. C'est juste l'amalgame de toutes ces technologies qui crée des use cases qui sont un petit peu différents. Effectivement, c'est Kia. Alors l'autre stand sur lequel on a eu quelque chose de, enfin, en tout cas sympa. Alors, est-ce que tout le monde est passé sur le stand de Dassault ou pas ? Ouais, allez-y demain. Ils ont quelque chose qui est intéressant, c'est qu'ils se sont imaginés, en termes de scénographie, réfléchir à ce que serait la vie en 2030. Et par rapport à ça, ils ont imaginé tout un tas d'objets, alors volants, les transactions, le retail. Ils se sont proposés, au travers de quelques thématiques, de réfléchir et notamment de présenter l'hypersonique, qui est qui est un avion personnel drone volant qui vous permettrait à une vitesse assez importante de faire Tokyo-LA en 5 heures. Et donc c'est la rapidité, donc peut-être aussi de l'urgence qui va se créer par rapport à ça, parce que la rapidité sera accessible et peu chère, que la Smart City va forcément évoluer. Alors le drone, on en parle, un Volvocopter l'année dernière. Le Bell cette année. Le Bell cette année, il y en a eu énormément. Bon, il y a peu de choses qui volent vraiment, globalement, mais en tout cas les cas d'usage naissent comme ça. N'oublions jamais qu'il y a encore 20 ans, nous étions dans un tiers-monde technologique sans iPhone. Je tiens à rappeler que la mobilité, on la croit pour acquise, mais globalement c'est tellement récent que vivre sans aujourd'hui serait très difficile. Donc l'adoption, quand elle est justifiée, qu'elle génère cette valeur, qu'elle donne du sens, elle est massive. Et on le voit bien avec notamment le scandale Uber et les taxis, l'adoption d'un service peut être excessivement massif s'il répond à une notion de sens et de valeur. Alors, en contraste total, il y avait aussi sur le stand de Forestia, bien entendu la Byton, 48 pouces, beaucoup de choses, et notamment une particularité, c'est qu'ils ont réfléchi aussi à intégrer du sonore dans les sièges et aussi à déplacer légèrement la capacité des sièges à bouger à l'intérieur de la voiture. Oui, leur idée, c'est de dire il faut créer de la convivialité. Créer de la convivialité, c'est pas très compliqué pour eux. C'est de dire il faut repenser l'habitacle. Repenser l'habitacle, c'est par le biais d'écran. Mais évidemment, vous avez pu peut-être voir chez LG, chez Samsung, ils sont tous en train d'imaginer les cockpits de demain. Ils les appellent cockpits parce que finalement, c'est vrai que vous avez plus l'impression d'être sur une navette spatiale futuriste ou dans un avion avec un glass cockpit qui sont maintenant que des écrans de télévision où on incruste les différents paramètres et différents matériels habituellement, manomètres et compagnie, enfin voilà. Eux, ils l'ont repensé, et ils l'ont repensé de la façon suivante, c'est se dire,
comme on est chez nous, comme c'est une extension de chez nous, il faut que l'on soit capable d'avoir les mêmes services. Pour avoir les mêmes services, il faut des écrans qui fournissent les mêmes données, donc des données qui peuvent être par exemple ici des données musicales avec une liaison qui pourrait être faite avec votre compte iTunes, mais aussi pouvoir parler avec les personnes qui sont derrière vous, donc on oriente les sièges légèrement différemment, et puis on va régler les ceintures de sécurité, et puis on a le cardiomètre qui se met en phase avec la voiture. Et puis on va intégrer des enceintes de Vialet, bref. On essaye de faire quelque chose qui soit véritablement un nouveau chez soi. Ça sera le concept du déplacement. Ils ont proposé aussi, si je ne me trompe pas, c'est le fait de bouger de 10 degrés les sièges pour apporter plus de convivialité. Mais même si globalement ça ne nous paraît pas techno à proprement parler, l'ingénierie derrière pour faire en sorte qu'avec 10 degrés de différence, les forces en cas de freinage d'urgence ou autre résistent de la même manière. Il y a beaucoup derrière aussi de réflexion là-dessus. Donc là, il y avait beaucoup de sujets chez Faurecia qui étaient de l'ordre du palpable. On pouvait sentir que ça pouvait exister rapidement. La différence de Dassault qui était vraiment dans une vision plus prospective. Et c'est vrai que dès qu'on est sur du prospective, on a tendance à avoir une vision un peu dystopique. Donc c'est cette notion très forte de Black Mirroriser l'ensemble de la science-fiction, enfin de la technologie. Pour ceux qui ont vu Black Mirror, il y a énormément de sujets là-dessus. Bosch, notamment sur les shuttles, qui a proposé également beaucoup de choses sur le responsive multimodal. On voit bien qu'il y a une nouvelle mobilité qui est en train de s'installer. Et cette nouvelle mobilité, elle part du principe qu'on va pouvoir mixer l'ensemble de ces parcours, que ce soit de l'usage du collectif à 100%, que ce soit l'usage de mobilité individuelle comme CityScoot par exemple, que ce soit des micro-shuttles ou des micro-taxis dans le cadre de responsive mobility. Donc il y a aussi là-dessus beaucoup de choses. Donc on voit bien qu'on est sur une mobilité totalement personnalisée en fonction de ses contraintes, en fonction du temps qu'on a à y accorder et de ce sentiment d'urgence que l'on génère face à son déplacement. Alors bien entendu, on voulait terminer aussi la partie mobilité sur... ça c'est pour ceux qui ne veulent plus vivre en ville. Alors, pour tous les fans de science-fiction, moi j'avais l'impression, alors toi dans Star Wars et moi dans Arthur et les Minimoys. Donc on voit que les miens ils ont 5 ans. Et donc c'est vrai que quand on est là-dessus, on se dit ok c'est fun, mais globalement est-ce que ça vaudra un jour? La réponse ce sera du concept, ça fait peut-être avancer l'ingénierie, on trouve peut-être de nouveaux matériaux, on allège les choses, mais quand ça va s'amalgamer dans quelque chose de cohérent et qu'il y aura une adoption massive, est-ce que dans 50 ans on aura un drone personnel? Ça me semble un peu compliqué d'avoir des millions de personnes qui volent d'un coup. En tout cas, on redéfinira très certainement la mobilité. Quoiqu'il y a une vidéo très intéressante que je vous invite à voir, qui a été faite par un site sur lequel on peut se fier, sur l'ensemble de ces études, qui s'appelle Facebook, sur lequel vous allez pouvoir avoir notamment ce Russe qui a refait sa baignoire en drone et qui vole avec sa baignoire. Voilà. Donc quoi, chacun peut se faire son drone, on n'a pas besoin d'attendre le CES. Mais enfin, faut avouer que ça a quand même de la gueule. Vous arrivez en soirée avec ça, à mon avis, il n'y a pas trop de problème. Oui, exactement, oui, totalement. Mais l'année dernière, il y avait le Volvo Volocopter, qui était un deal entre IBM, Mercedes, ils faisaient 3 ou 4 marques. Pareil, on l'a vu voler de 2 mètres. On reste dans l'ordre du concept, mais... Oui, avec les roues qui font... Oui, c'est ça. Donc, mais le volocoptère, il y a une très très belle vidéo, vous pouvez en tapant volocoptère, une très belle vidéo qui a été tournée à Dubaï, parce que forcément il y avait des venture capitalistes qui probablement venaient de ce côté-là de la planète. Et ils volaient vraiment. Et il y avait vraiment 2 adultes. Mais enfin bon, avec la 3D, on fait à peu près ce qu'on veut. Exactement. Et avec l'image de synthèse également. Voilà. On le fait pour notre chaîne YouTube. Donc... Mais on les a vus, bon voilà, sur la place centrale, il était placé sur le Central Plaza à côté du Central Hall, et il a véritablement volé au CES, il a véritablement volé de quelques mètres. Enfin, il n'a pas été très loin. Oui. Alors après, c'est vrai que ça décoiffe, ça c'est le problème. Tout est capable de voler aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même le côté un peu rassurant. Oui, mais en dessous, peu importe. On est défrisé. Trop de questions. Alors, sur la partie sécurité, on ne peut pas parler sans tomber dans les dérives sécuritaires ou extrémistes comme on peut les avoir scénarisées dans différentes séries de science-fiction. Il y a naturellement beaucoup de choses qui se passent. C'était sur le stand de NXP, beaucoup de choses autour de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance de personnes qui permettaient potentiellement d'agréger un flux d'informations beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus pertinent dans des solutions type IBM Blue Crush que vous connaissez très certainement. Vous connaissez ? Alors regardez, Blue Crush d'IBM, c'est la capacité de rendre le crime prédictif réel.
Hein, vous avez depuis plusieurs années, ils bossent sur ça, c'est très intéressant. Beaucoup de plateformes, hein, je crois que c'est la ville de Memphis qui est équipée, Boston aussi. LA est sur un logiciel similaire, mais qui vient d'une autre, enfin qui vient pas d'IBM. Et c'est cette capacité à aller utiliser l'intelligence artificielle, les reconnaissances faciales, les mouvements de personnes, et d'être en mesure de donner une alerte à des opérateurs de police qui sont eux derrière des écrans pour que les patrouilles se déplacent de manière prédictive. Donc on peut agréger de la vidéo, on peut agréger du social, etc. Et ça fait partie des technologies sous-jacentes qui sont capitales pour la sécurité, et on le voit bien, parce que naturellement on va pouvoir augmenter, tout simplement, enfin diminuer la criminalité directe. De mémoire, sur c'était 50% de criminalité directe en moins sur les agressions et les infractions pour rentrer dans les appartements ou les maisons qui étaient constatées en moins d'une semaine d'application. On avait entendu ça sur une conf. Mais on appelle ça juste de la dissuasion, hein, puisque c'est aussi, juste de la présence policière. Hein. Il y a aussi cette partie-là. Mais regardez sur Blue Crush, c'est vraiment intéressant comme solution. En tout cas, en termes de mécanique de surveillance, c'est très utile. Alors, bien entendu, Vaillard, qui était quelque chose qui t'a aussi beaucoup plu. Alors ça, c'est un système de processeur qui est capable de voir à travers un certain nombre de matières solides. Et bien sûr, il ne vous détecte pas particulièrement avec votre visage, mais il va détecter les formes, il va détecter un certain nombre de paramètres qui vont permettre de vérifier si les personnes sont présentes ou si des humains sont présents ou s'il se passe quelque chose. On l'a mis dans cette sélection sur la Smart City parce qu'on sait que dans une problématique entre guillemets de sécurité, rassurer les personnes, il y a besoin de systèmes automatiques qui doivent pouvoir détecter un certain nombre d'actions, que ce soit des gestes, que ce soit des chutes, etc. Et bien ce type de processeur va pouvoir répondre à ce type de problématique. On avait parlé hier de Mint pour les détections de chute sur la Silver Economy. On voit bien que là, la nécessité de ne plus avoir d'images réelles, quelque chose d'important. WaterGen également, qu'on a mis dans la sécurité. Alors ça, c'est purement de la résilience, puisque WaterGen se propose depuis plusieurs années. Alors la nouveauté qu'ils ont sortie ici au CES, c'est d'avoir ce système dans des bureaux, mais ce système est déjà implanté dans des zones où il n'y a pas de circuit d'eau potable, et que c'est un système qui permet de rendre l'eau potable simplement avec des filtres et de l'air. On vous a dit qu'on allait parler de résilience tout le temps avant le CES, etc. Mais on voit bien en filigrane et vous allez voir même en fil rouge que 15 jours à 3 semaines après être revenu en France, il y a beaucoup de choses qui vont vous apparaître comme étant de la résilience. Voilà, parce qu'il y a eu aussi cette semaine qui est extrêmement dense. Vous avez pompé de l'information. Et là maintenant, pendant 15 jours, 3 semaines, vous avez décanté. Et il y a plein de choses qui vont revenir derrière qui sont intéressantes et qui seront beaucoup plus mises en perspective. On terminera sur la partie sécurité par le Smart Controller de DJI. Alors on voulait mettre du DJI qui est plutôt directement un produit, enfin une gamme de produits qui s'adresse aux particuliers, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous se sont fait prendre, que les forces de l'ordre placent des observateurs, non pas derrière un fourré, mais directement sur un petit drone qui survole l'autoroute. Puis ils préviennent leurs copains un petit peu plus loin en disant il y a une voiture rouge avec un cheval cadré dessus, elle a l'air de rouler un peu vite celle-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui l'exploitation du drone, qui était certes très militaire au début, mais il y a quelques années, à l'époque, quelques guerres du Golfe probablement déjà, mais qui est devenu on l'a pas sorti celui-ci, mais vous devriez aller le voir, c'est l'air selfie, il n'est pas plus grand que ça, oui. Il permet de faire des petits selfies, il fait pas beaucoup de bruit, vous le mettez dans votre poche, et donc on est devenu, ces drones militaires sont devenus des drones de loisirs, mais évidemment sans aucune fonctionnalité très implémentée, mais DJI est un des leaders, puisqu'il a pris la place de Parrot, qui était le leader français dans le drone à l'époque. DJI a pris complètement sa place, et on s'est dit que c'était intéressant de faire ce petit clin d'œil avec un fabricant de drones, parce que dans les systèmes de sécurité des villes, on ne pouvait pas imaginer que l'on ne puisse pas passer aussi, pas massivement, mais de passer aussi par ce type de solution. On voit bien la sécurité aussi sur les plages aujourd'hui. Le drone gonflable il était présent l'année dernière et pas cette année sur les branches du drone qui était totalement gonflable, et une fois gonflée qui était très résistante. Donc quand on a des soucis en termes d'avalanche, en termes de noyade, etc., la capacité d'envoyer très rapidement une première action type bouée, type balisage, etc., peut être capitale. Donc là, il y a beaucoup de choses autour des drones, même si cette année, les applications qu'on a pu voir étaient beaucoup plus souvent de l'ordre du loisir que de l'application véritablement professionnelle.
Allez sur Futur en scène, il y a souvent à Paris, hein, c'est un salon aussi qui est gratuit, qui est très intéressant. Il y a souvent des applications autour des drones, notamment c'était le Rapto. Bon, on vous le renverra, mais il était monstrueux hein, comme drone. Mais quand vous avez besoin d'éviter de monter des échafaudages pour des ravalements, c'était un drone qui était très très gros, très volumineux, et sur lequel on pouvait mettre un bras gyroscopique dessus et qui pouvait avoir une précision de l'ordre du millimètre quand il fallait intervenir sur une façade. Donc quand vous êtes à 30 ou 40 mètres de haut, vous pouvez envoyer ce drone-là et ça vous évite de monter un échafaudage avec toutes les contraintes qu'il va y avoir avec. Et donc ça, au millimètre près. Alors, ça me fait penser bras gyroscopique naturellement sur le rebond qu'on voulait faire autour des robots, avec une création d'une nouvelle proximité. Donc il y a quelques exposants qui nous ont intéressés, et c'était notamment celui-ci, c'était le robot... la vidéo ne se lance pas, mais bon. C'était le Robi.io, et qui est un robot qui va vous permettre tout simplement de porter des charges plus ou moins lourdes. Et donc il va vous accompagner, vous suivre et vous offrir la possibilité de porter des éléments ensemble. On va avoir... ah bah si, il se lance, voilà. Donc il était assez joli. Et donc vous avez un compartiment à l'intérieur. Il peut surveiller, bien entendu. Voilà, c'est bourré d'intelligence en soi, et puis c'est très résistant en même temps sur la capacité. Il y en a un qui porte encore plus, qui est assez intéressant. Dans les nouvelles relations, on a bien entendu le Kiki. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le Kiki. Non, le Kiki. Alors le Kiki, vous pouvez lui gratter la tête, c'est sympa. Mais au-delà de ça, bon, globalement, on pourrait se pencher sur l'utilité véritablement de la chose. C'est vrai que pour ceux qui ont été à l'IFA de Berlin, Sony a présenté le dernier Zayo, donc le chien de Sony, et il est quand même excessivement intéressant d'analyser le rapport qui se crée entre les humains et le robot. D'un seul coup, il y a une empathie naturelle alors qu'on parle d'un objet en plastique. Et pourtant, c'est là. Donc il reconnaît son maître, etc. Il y a plein de choses très intéressantes. En tout cas, sur les robots domestiques, il y a même le robot... Là, on est carrément dans le robot de compagnie. Hein. Ah là, c'est le robot de compagnie. Il est haut comme ça, il a 12 capteurs. Quand vous le caressez, il fronce les yeux. Il a une petite caméra. Enfin bon, tout est fait pour qu'il s'habitue à vous. Et alors bon, évidemment, il y a toujours une promesse IA dessus parce que derrière, probablement, qu'il y a quelque chose qui lui permet d'apprendre de vous, de vos habitudes, etc. Bien sûr. Et puis il y avait même une équipe qui avait été plus loin parce qu'il y avait un robot qui s'amusait avec les chiens. Et là, c'était super. Il s'appelle Leica. Peut-être que vous les verrez. Ils sont sur l'Eureka Park. Robots, cobots, les collaborateurs robots, ces exosquelettes que l'on va pouvoir avoir sur le marché. Alors, LG les présente au CES, il les présentait déjà à Berlin en fin d'année dernière. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus cette volonté sur les postes avec une pénibilité qui peut être extrêmement forte, d'avoir une assistance d'une machine. Le plus grand frein, en fait, c'est d'accepter de ne pas forcément être maître tout le temps de ses mouvements. Mais la plupart des collaborateurs qui ont essayé ce type de solution en sont convaincus, mais il y a une acceptation au fait de pouvoir soulever des charges qu'on avait du mal à soulever, de les soulever plus facilement, mais d'être aidé par une machine. Donc on voit bien que là c'est assez intéressant parce que les exosquelettes, on les a testés sur plein de sujets, mais en tout cas dans la pénibilité au travail, dans du picking de commandes, dans le fait de soulever des palettes, etc., on peut soulever des poids qui sont beaucoup plus intéressants et diminuer drastiquement la fatigue. Donc là il y avait beaucoup de sujets, allez les voir, ils sont magnifiques ces exosquelettes sur le stand LG. Et enfin, Stellar Robotics, c'est français. Et alors, ça, c'est un drone qui est un peu comme le Robi qu'on a vu tout à l'heure et qui permet de porter à peu près un petit peu plus de 300 kg. Donc, vous imaginez que sur un robot qui doit faire quoi, 70 cm, 80 cm grand maximum, vous êtes en mesure de lui faire porter des charges qui sont excessivement importantes. Donc, notamment, on peut imaginer dans le retail, le déplacement de stock, etc. Sur des choses qui sont... voilà, ça peut être à terme votre robot également personnel qui vous suivra dans la rue pour porter vos sacs. On peut imaginer plein de choses ou de la livraison qu'il pourrait y avoir en dernier point de contact. La Smart City, finalement, est-ce que c'est un gadget ou la création d'une nouvelle valeur collective? Je vous dirais qu'aujourd'hui et à date, on n'a pas de réponse, mais en tout cas, la Smart City redéfinit très clairement les rapports entre les citoyens. C'est la création d'une nouvelle manière de vivre ensemble, parce qu'il y a les problématiques de sécurité, de transport, d'énergie, du fait de se nourrir également, parce que les Smart Cities poussent en vertical, donc toutes les problématiques que l'on va avoir aujourd'hui aussi à disposer de biens de consommation pour se nourrir. Donc il y a plein de sous-jacents qui sont à anticiper et qui ne se feront pas que par la technologie. La bonne Smart City, la Smart City où la technologie est parfaitement invisible et totalement diffuse. Et c'est là qu'on va pouvoir avoir une création d'une nouvelle organisation citoyenne.
peut-être n'êtes-vous pas d'accord avec nous, mais en tout cas, c'était le mot de la fin qui me laisse avec une petite vidéo qui tourne en boucle. Du drone que l'on a préféré. Vous pouvez de aussi tout le applaudir. CES. Vous Voilà. n'êtes pas obligé d'ouvrir la bouche. On va vous laisser passer une bonne soirée. En tout cas, ce drone, il est sur l'Eureka Park et son seul job, c'est d'ouvrir la bouche et Et d'applaudir. d'applaudir. Voilà. Voilà. Merci à tous et très bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, tu veux dire un petit mot, Christophe? Ah bon. Notre dernier live ce soir, ce sera à minuit, ici, et on le fera sur le strip. Donc pour ceux qui ont YouTube, on vous invite à liker, bien entendu, la chaîne Digital Men, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à regarder nos interviews sur Flash to Tweet. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à partager la bonne parole. Et de toute façon, je pense qu'il y aura d'autres événements pour pouvoir se retrouver à Paris en meilleure forme. Parce que vous n'allez pas sentir la fatigue tout de suite. On est en environnement suroxygéné, là, donc on a la pêche. Dans l'avion, ça va être sympa. Merci à tous. Je laisse la parole à Christophe.